Le médium de captation pour la projection de long métrage peut être un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que si on regarde les normes au niveau de la projection 35 mm, il n'y en a pas vraiment. Il y a des normes comme des raisons de cadrage, mais au niveau de la qualité, ça peut être un choix artistique de tourner sur une petite caméra P2 et puis de finalement le gonfler en 35 mm pour une projection en film. Mais si on s'en va au grand écran, c'est-à-dire on s'en va au cinéma, ça veut dire que ce produit-là est aussi destiné à aller à la télévision. Et là, au niveau des diffuseurs, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, il y a des normes de qualité importantes. Alors là, le médium de captation devient un élément critique, c'est-à-dire qu'il doit répondre à ces normes-là, et c'est des normes de qualité mesurables. On parle d'un signal électronique, et si on capte un document, je dirais que 70 du contenu doit répondre on peut intégrer des archives, des éléments de moins bonne qualité, mais on doit avoir un signal vidéo HD, parce qu'aujourd'hui c'est le HD, qui est à l'intérieur de ces normes de qualité-là. Et le médium de captation, si vous êtes en HDV, bien, il y a des risques possiblement de rejet. Et là, j'en nomme un, mais il y a plusieurs autres types de médiums de captation qui ne répondent pas aux normes de qualité des diffuseurs. Alors, c'est mon rôle à moi de conseiller le producteur sur son médium de captation, sans influencer tout l'aspect artistique. Je vais leur donner des mesures, des chiffres pour appuyer tout ça. Et c'est ce que le numérique nous apporte, là. C'est cette notion ou cette perception d'une certaine facilité. Et on n'a pas beaucoup de choses à apprivoiser parce que c'est relativement simple à faire. On a extrêmement simplifié les méthodes de travail, les outils, qui fait que faire des images, faire des bonnes images même, c'est relativement facile. Ce qui fait qu'on ne se préoccupe pas beaucoup de certaines choses parce que tout a l'air de marcher tout seul. Quand on tournait, si tu veux qu'on fasse des retours dans le passé, quand on tournait autrefois, c'était toujours un petit peu stressant parce que, bon, je ne saurais pas de quoi ça a l'air tant que ce n'est pas développé et je n'ai pas 50 façons de me reprendre. Je suis limité dans la quantité de matériel que je peux tourner. Donc, il est mieux de me dire ce que je veux entendre rapidement, sinon je vais manquer de pellicule. Tu sais. C'est des contraintes qu'on n'a plus aujourd'hui. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est des jeunes qui arrivent dans le milieu, qui ont une très belle maîtrise de l'écriture et de l'imagerie des choses et comment illustrer des propos, mais avec très peu de connaissances techniques. Et dès qu'il y a un pépin technique, et Dieu sait que la chaîne est assez longue et est assez complexe, bien là, ils sont dépourvus et ils ne savent pas où j'ai fait erreur. Pourtant, tout marchait bien, j'avais aucune indication. Tout le long que je tournais, c'était beau. Puis là, tu me dis que c'est pas beau, bien donc le diffuseur le refuse ou il y a tel problème ou tel autre problème. Et c'est justement ce manque de connaissances techniques profondes qui fait que beaucoup se heurtent à des difficultés puis des remises en question peut-être. Il y a le secrétaire d'État américain, Donald Rumsfeld, qui avait une expression qui disait You don't know what you don't know. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Alors, tu ne te poseras pas de questions. Alors, même si tu ne le sais pas, ce n'est pas grave. Je ne sais pas que je ne le sais pas. Alors, je poursuis, je continue. Et peut-être que tu aurais dû le savoir. Parce que rendu à l'autre bout, tu t'aperçois que, oups, j'ai dû faire une erreur et là, il est trop tard. Alors, ça, c'est une chose que je trouve qui est un petit peu la conséquence de ce virage numérique, entre autres, là, qui rend les choses, qui donne l'apparence que les choses sont faciles. Bien, pour ça, c'est de poser beaucoup de questions. Alors, on ne prend pas pour acquis un médium de captation c'est d'être bien entouré. Alors, d'avoir une bonne équipe du côté de la production et de travailler avec un fournisseur qui est capable de maîtriser l'ensemble. Et c'est de plus en plus complexe. C'est plus compliqué que le film parce qu'on a plusieurs choix. En même temps, le fait qu'on a plusieurs choix, bien, ça permet de conter des histoires des fois à des coûts moins élevés que ce qu'on a connu dans le passé. Alors, quand on tourne en film comme de raison, c'est un petit peu plus coûteux. Mais là, maintenant, on peut faire l'acquisition d'une caméra
de qualité broadcast et même plus. En fait, on a des caméras maintenant qui sont en 2K, en 4K, logarithmique, c'est-à-dire un signal de très, très haute qualité. Je dirais pas à peu de frais, mais qui sont accessibles et qu'on peut louer beaucoup moins cher, par exemple, qu'une caméra 35 mm. Alors, oui, les choix sont énormes, et ce qui fait que pour chaque production, c'est un défi, je crois, et c'est une question importante à se poser. Pendant de nombreuses années, en film, il y avait essentiellement 3 ou 4 fabricants de machines, d'appareils, de caméras pour faire du tournage, entre guillemets, professionnel. C'était Aton, surtout pour le Super 16. Ils ont aussi des caméras 35, mais pour des applications plus particulières. Mais, donc, c'est Arriflex, c'était Panavision. Il y a eu pendant un certain temps Cinema Products, il y a Moviecam, naturellement, bon, les standards. En numérique, en fait, le numérique est arrivé après la vidéo. Ça a été la suite logique de tout l'avènement de la vidéo et de la télévision. Au début, c'était très, très ponctuel, il n'y en avait pas tant que ça. Mais on voit aujourd'hui une panoplie incroyable de caméras numériques, puis il en sort à peu près à tous les 2 mois. Il y a quelqu'un qui en sort une nouvelle. Alors, les plus populaires, c'est sûr que la RED, de par son prix et son coût d'acquisition, on y arrive facilement et on peut même l'acheter. Donc, on présume qu'on va pouvoir faire plusieurs films et amortir le coût de l'investissement. Ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on est prêt à acheter la caméra, mais on n'est pas prêt à acheter les lentilles et les accessoires, qui coûtent à peu près 5 à 6 fois le prix de la caméra. Alors, il y a une espèce de débalancement là, ici. Quand tu achètes une D21 ou une caméra numérique de cet ordre-là, au prix qu'elle te coûte, les lentilles, c'est un accessoire. Elles sont chères, mais déjà, la caméra est tellement plus chère que c'est comme logique. Mais là, il y a une espèce de déséquilibre entre le coût de la caméra, et on va le voir aussi avec les nouvelles versions que Red va sortir, Epic et autres. On met énormément de sous en avant de la caméra, ce qui est tout à fait correct, mais il y a un déséquilibre de ce côté-là. Alors ça, c'est au niveau des caméras numériques. On voit donc cette tendance-là. Ce qu'on réalise mal, cependant, c'est qu'on voit apparaître 2 catégories de caméras numériques. Celles qui travaillent dans ce mode qu'on appelle RAW, qui est donc un fichier qui est vraiment brut, qui ne peut pas être visionné, qui est en fait un négatif, qui comporte toute l'information lumineuse, mais qui n'a pas été traité pour être affiché, pour pouvoir être vu. On doit donc faire un traitement ultérieur pour arriver à voir les images qu'on a créées. Ça, c'est un modèle de travail, un modèle de caméra. La RED est là-dedans, la D21 peut être là-dedans, si on travaille dans le mode RAW. Des caméras comme la SI2K ou les Phantom et autres, là, à ce moment-là, eux travaillent dans ce format qu'on appelle RAW. Mais il y a des caméras vidéo. Parlons de la Viper, qui a été une des premières de Thomson. Parlons de la F23 et la F35, la F9000 maintenant, donc de Sony. On voit des caméras comme la Genesis de Panavision, qu'on ne peut pas acquérir, qu'on doit louer naturellement. Alors ça, ce sont des caméras qui donnent un signal vidéo prêt à usage, prêt à être enregistré, prêt à être manipulé. Je n'ai pas de post-traitement à faire pour pouvoir voir mes images et voir le résultat que j'ai. Alors ça, c'est les deux classes de caméras numériques qu'on retrouve. Si on élimine les caméras que j'appelle vidéo, là, qui ne sont pas de cinéma numérique. Alors c'est sûr que je peux aller au grand écran avec ton HDV, mais ce n'est pas ce qu'on considère du cinéma numérique. C'est de la vidéo qu'on a portée à l'écran par toutes sortes de moyens. La post-production, donc, de ces 2 mécanismes-là, va demander un traitement différent pour l'une et pour l'autre. Pas considérablement différent, mais qui ouvre beaucoup plus de portes quand on travaille dans le mode RAW, mais qui prend plus de temps aussi, parce qu'on a plus de choix, on en prend avantage, puis des fois, ça se peut que ça
fasse des post-productions un peu plus coûteuses. Alors, il y a différentes façons d'approcher ce truc-là. Et en bout de ligne, la diffusion. Quel est le médium de diffusion? Alors, ça me donne quoi de tourner en 4K si je vais diffuser en 1920 par 1080? Alors, à partir de 4096 par 2048, ça me donne-tu quelque chose? Alors là, il y a toutes sortes de théories là-dessus, tout aussi bonnes les unes que les autres, avec autant de justifications pour une que pour l'autre. Tu faisais référence à DALSA, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui avait misé sur cette très haute résolution-là, en espérant justement le jour où on aurait une diffusion en 4K. On commence à peine à voir la diffusion en 4K. Sony vient de sortir des projecteurs 4K qu'on peut considérer d'un calibre approprié. Mais en même temps, on va voir un film comme Avatar, on est estomaqué de la qualité pour s'apercevoir que ça a été tourné en vidéo en 1920 par 1080. J'avais-tu besoin du 4K pour faire ça? Est-ce que le 4K va apporter plus? Là, on se retrouve avec un menu avec tellement d'options et de choix. Est-ce que je le tourne en 4K? Est-ce que je le tourne en 3D? Est-ce que je le tourne en RGB? Est-ce que je le tourne en je ne sais trop quoi, là? Et là, ce sont des choix qui demandent une certaine réflexion et qui, naturellement, demandent une certaine compétence et une certaine connaissance. Et là, il y a plein de légendes urbaines là-dedans. C'est un milieu qui est très favorable, justement, pour ce genre de choses-là. Alors, chacun a trouvé sa recette. Et si autrefois, on avait un modèle où le cinéaste, même le directeur photo, se préoccupait de sa caméra, de comment il était pour exposer la pellicule. Il choisissait sa pellicule, connaissant très bien ce que le résultat serait, puisque les méthodes de post-production étaient très bien encadrées, très bien définies et très bien structurées. Aujourd'hui, c'est un petit peu le free-for-all. Chacun sa recette, chacun sa façon de faire. C'est pas mauvais, on a tellement plus de choix. Le problème, c'est qu'on peut se perdre aussi. Tous les chemins mènent à Rome, mais des fois, ça peut te prendre 2 semaines pour te rendre. Là, et si tu as les moyens, tant mieux, mais des fois, souvent, la ligne droite est la plus simple. Malheureusement, on a perdu ça. Les laboratoires ne sont plus les mandataires de la post-production unique. C'est-à-dire que si autrefois, tu allais porter ta pellicule, aujourd'hui, tu vas porter ta pellicule et tu attends qu'on t'appelle pour te dire « Viens visionner ». Et après ça, on te dit « Tu as fini ton montage, parfait. Quand le montage négatif sera fait, que ta copie 0 sera tirée, tu viendras voir, puis on fera les corrections après. » Tout ce qui se passe, toute la mécanique de faire ces choses-là, il y a quelqu'un qui s'en occupe en arrière. C'est comme une boîte noire, tu ne vois pas ce qui se passe, mais toi, en tant que réalisateur, directeur photo, tu ne t'en mêles pas. Tout ce que tu as à faire, c'est revenir, puis tu dis « OK, fais ça, corrige ça, fais ci, fais ça, parfait. » Aujourd'hui, en post-production, on se mêle de toutes les étapes. Surtout que, comme ça coûte tellement cher à faire affaire, parfois avec des maisons de post-production spécialisées, on préfère le faire chez soi. Et comme on a des outils maintenant, chez soi, pour tout faire ça, sur mon laptop, j'ai mon laboratoire au complet. Je fais le son, les images, les effets visuels, les titres. Regarde, je fais tout. Je suis devenu l'homme universel de la Renaissance. Hein? J'ai la connaissance universelle, ce qui fait que moi, je vais faire mon film. Et là, tu arrives en bout de ligne, puis ça a l'air bien beau sur ton petit écran, sur ton écran cinéma d'Apple, c'est génial. Quand tu arrives au laboratoire pour sortir ton master ou sortir ton livrable, et là, on te fait état de, bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis, hein? Pourquoi? Et alors, ça, on en perd des bouts là-dedans. Et ça devient vraiment une question de chacun sa petite recette, chacun sa façon de faire. Et c'est pas mauvais, là. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste que cette évolution vers le numérique, elle ne s'est pas seulement produite dans le milieu du cinéma et de la télévision, elle s'est produite dans notre quotidien en tant qu'individu. J'ai mon iPod. Écoute, tu te promènes dans ta... Moi, je descendais ce matin dans ma voiture, puis j'ai réalisé que j'avais 1, 2, 3, 4 écrans d'affichage numérique qui me regardaient continuellement. J'avais mon tableau de bord qui est numérique, j'avais mon radio avec les gugus avec un écran tactile, j'ai mon téléphone et j'ai mon GPS. Alors, j'ai plein d'écrans autour de moi, tout est numérique, puis je maîtrise tout ça. Je n'ai pas eu de formation pour faire marcher ces affaires-là, puis regarde, ça marche de même, je me suis rendu. Et, alors, c'est facile. Et c'est dans mon quotidien. Pourquoi ça ne serait pas pareil pour faire des films?
Alors, j'ai des interfaces. On m'a mis des GUI, là, des Graphic User Interface, qui me laissent croire qu'il y a des petits écureuils en arrière qui travaillent très, très fort pour faire marcher ça. Puis moi, je n'ai pas à m'en occuper. J'ai juste à diriger les choses. Malheureusement, ça ne donne pas toujours les résultats qu'on veut. Quand vous faites le choix d'un format d'acquisition, il ne faut pas juste se demander lequel je peux me permettre. Exemple, la caméra de mon chum, hein, qui me permet de mettre sur des puces 3 minutes de vidéo. Mais il faut aussi vous demander, par rapport à ce qu'il faut que je livre, est-ce le bon format? Et par rapport à la pérennité que je veux donner à mon œuvre, est-ce le bon format? Tourner en data, alors qu'il va falloir que tu livres de la vidéo et qu'il va falloir fort probablement que tu gères du time code et que donc peut-être que tu transfères tout ton data anyway sur des rubans, c'est une perte de temps et d'argent. La caméra est peut-être bien intéressante, mais tu es en train de passer ton budget à faire des transferts plutôt que d'aller louer un Kodak dans lequel, comme le Kodak qu'on a présentement, tu mets une cassette puis tu n'en parles plus. C'est un point très important. Avec la multiplicité des formats d'acquisition, c'est quelque chose auquel les gens doivent commencer à penser parce que le piège, je trouve que le piège aujourd'hui, c'est ça. C'était pas compliqué dans le temps. Si tu avais de l'argent, tu tournais en 35. Si tu n'avais pas, tu tournais en 16. Et voilà. Et même aujourd'hui, je dirais que si on avait eu les pellicules qui sont disponibles aujourd'hui dans le temps, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y aurait autant de formats d'acquisition parce que je suis obligé de me faire quand même un petit peu le défenseur de l'argentique. Les nouvelles pellicules pour le 16 et le 35 sont assez impressionnantes. Il n'y a pas beaucoup encore d'appareils numériques qui ont arrivé à côté ça là.